Bonjour Eva Sadoun, bienvenue. Bonjour, merci. Heureux de vous accueillir, de vous retrouver. Vous étiez déjà venu dans l'émission il y a quelques mois. Vous êtes donc la co-présidente du mouvement Impact France. Vous co-dirigez également avec votre associé Julien Benayou Lita.co, qui est une plateforme d'investissement durable à impact positif. Et puis vous publiez chez Actes Sud Une économie à nous, changer de regard pour redéfinir les règles du jeu. On y reviendra évidemment sur ce livre. Je voudrais commencer par Impact France. Peut-être, j'aime bien poser le décor moi dans cette émission. C'est quoi le mouvement Impact France? Alors, Impact France, à la base, c'est issu du mouvement des entrepreneurs sociaux, qui était à l'origine un mouvement d'entrepreneurs de la transition sociale, plutôt de l'entreprise, qui était le modèle du social business, dont on a beaucoup parlé à une époque, qui réunissait plus de 700 dirigeants de l'entrepreneuriat social. Donc, c'est des entreprises qui ont une forme commerciale, mais qui ont un objectif social et à la base que social, un petit peu écologique. Et c'est vrai que quand on a repris la coprésidence avec Jean Moreau il y a 2 ans et demi, on s'est dit que le souci aujourd'hui, essentiellement de représentation de cet entrepreneuriat-là, était notamment dans les négociations, et aussi il manquait dans l'entrepreneuriat social une dimension écologique et une dimension plus large, une vision de pollinisation en fait de l'économie en général. Ouais. Donc on a voulu étendre le mouvement des entrepreneurs sociaux à un mouvement d'entreprise à impact positif. On utilise le mot impact qui semble un peu galvaudé, mais qui pour nous est essentiel dans la maîtrise justement des externalités du monde de l'entreprise. Donc en fait finalement c'est un mouvement qui veut être une alternative sociale et écologique à la représentation patronale aujourd'hui, donc une vraie organisation patronale qui réunit plus de 7500 dirigeants. Ouais. Ça veut dire concurrent du MEDEF, ça veut dire partenaire du MEDEF. Comment vous vous situez par rapport au MEDEF? Je pense qu'on est une force en place qui peut faire le pont justement entre une position des acteurs économiques un peu conservatrice, comme celle qui peut parfois être exprimée par le MEDEF, qui par son origine, compliquée à faire bouger, aussi une vision alternative des mouvements qui ne sont pas dans le partenariat social, mais comme la FEP, qui presse un petit peu les décisions économiques et qui nivelle vers le bas les engagements écologiques, et d'être aussi un peu le pont entre la vision des activistes, des scientifiques sur aujourd'hui l'état de notre planète, et aussi peser aussi côté organisation salariée, donc aussi faire le lien. Nous, on travaille beaucoup avec les organisations de salariés parce qu'on pense qu'il faut aujourd'hui une vision de l'entreprise un peu plus globale, qui effectivement respecte et valorise le bien-être de ses salariés et qui maîtrise ses externalités sur la société. Ouais, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans ce livre Une économie à nous, on y reviendra tout à l'heure. Vous venez de publier avec le mouvement Impact France le manifeste pour l'économie de demain. L'objectif, c'est quoi? C'est vraiment de peser sur cette campagne présidentielle, de vous faire entendre? Oui, ça fait déjà 2 ans qu'en plaidoyer, on travaille avec la plupart des ministères, avec les députés, pour porter justement des réformes du milieu économique plus ambitieuses que celles qui ont été déjà portées, pour que l'entreprise soit réellement un acteur de la transition écologique et sociale. Et pendant cette campagne présidentielle, on voulait que effectivement ce sujet, qui est malheureusement absent, c'est un peu sidérant aussi la nature des débats sur l'économie, alors que finalement on se rend compte, le fait de parler que d'immigration toute la journée, c'est pas ça qui nous apportera plus de pouvoir d'achat, qui redynamisera le pays, qui nous apportera plus de confort aussi au niveau de notre système. Donc on a voulu porter ce plaidoyer pour se dire, bon, il y a une économie qui dysfonctionne, qui est aussi à l'origine d'une partie des inégalités sociales et de la destruction de la planète. On peut transformer l'économie grâce à des politiques publiques, et on voulait que les candidats à l'élection présidentielle puissent porter des propositions très ambitieuses et pas anecdotiques, des propositions de transition réellement du secteur économique. Mais est-ce qu'il y a l'un ou l'une un candidat, une candidate qui se rapproche finalement le plus de vos ambitions et de vos propositions? On a aujourd'hui diffusé, on commence à diffuser des décryptages, on en a fait la moitié, on ne les a pas encore tous finalisés. Aujourd'hui, c'est compliqué pour nous de se dire il faut tendre vers ci ou vers ça. Mais est-ce que vous irez, pardon de vous interrompre, est-ce que vous irez jusqu'à appeler à voter pour tel ou tel? Non, en fait, on veut fournir l'information en fait aux citoyens pour leur permettre de vraiment décrypter. C'est aussi l'objectif du livre, de décrypter réellement les propositions des candidats à la présidentielle, parce qu'il y a effectivement ce qui est dans le programme, qui est une chose, et puis ensuite la priorité qu'on donne à ces éléments-là. Il y a 5 ans, l'innovation sociale était au cœur du programme d'Emmanuel Macron, et pourtant, 5 ans plus tard, le bilan fait qu'on est un petit peu déçu, notamment de l'évolution des politiques publiques dans ce sens-là. Donc je pense qu'il faut être très attentif à ce qui est prioritaire, à ceux qui réellement veulent mettre l'écologie comme vraiment la boussole de l'ensemble des politiques publiques. Dans les propositions que vous faites, il y a l'idée de créer un impact score. De quoi il s'agit? Alors l'idée est de partir de l'index social et écologique, donc qui est un index qui fonctionne un petit peu comme l'index Égalité Pro. On s'est inspiré de ça parce qu'on a trouvé que c'était une boussole intéressante dans le milieu de l'entreprise pour faire évoluer les choses. Et c'est aussi une boussole à des politiques publiques. On a réussi à faire passer il y a quelques mois dans la loi Femmes et Économie des objectifs plus ambitieux et des obligations de respect justement de cet index-là. Et on s'est dit il faudrait porter un index social et écologique qui intègre notamment les grandes ambitions de la transition de l'économie,
l'économie, le respect d'un scénario 1,5 degré, les diminutions des inégalités dans l'entreprise, du partage du pouvoir, etc., pour qu'ensuite, derrière, on puisse avoir une homogénéisation et une compréhension de telle entreprise agit mieux que celle-ci en matière de. Et on sait qu'on a besoin d'apporter cet index au niveau national parce qu'on voit notamment que les agences de notation extra-financières, etc., occultent une grande partie de la réalité sociale des entreprises. On l'a vu récemment avec le scandale Orpea. On ne peut pas se tenir à des notes MSCI ou à des notes de Vigeo, etc., pour évaluer réellement la performance écologique et sociale de l'entreprise. Et on veut que cette performance écologique et sociale, qui sera maîtrisée dans l'index, puisse se transformer en impact score du coup pour le citoyen, pour qu'il puisse évaluer dans ses actes d'achat, etc., ou même dans son entreprise. Et puis aussi que ça puisse être aussi la boussole de politique publique plus ambitieuse. Ouais. Autre proposition, une TVA éco-responsable. Comment ça marche? Justement, ça repose sur cet index qui peut être aussi maîtrisé par rapport au secteur. On peut considérer que dans un secteur, les externalités sont davantage fortes en matière notamment environnementale et climatique. Donc on décidera de pondérer pour que ce soit plutôt la question écologique qui soit prioritaire. Et sur la base de ça, on veut que la TVA puisse changer parce qu'on ne peut pas attendre derrière des citoyens qui changent leurs actes de consommation si derrière ça leur coûte toujours plus cher en fait, de consommer de manière responsable. Et on ne veut pas en fait transformer la compétitivité. On dit juste que la compétitivité, elle est faussée aujourd'hui. Il y a une distorsion de concurrence parce qu'il y a une forme de prime au vice qui existe, qui fait qu'on ne paye pas pour le carbone, on ne paye pas pour la domination des ressources naturelles, on nivelle aussi l'évolution des salariés et la rémunération vers le bas. Et que ça, en fait, c'est pas normal. Et qu'on veut rétablir la compétitivité pour que ce soit plus cher. De consommer de manière pas responsable. Oui, alors vous dites que ce virage, il pourrait offrir à la France un avantage concurrentiel. Comment? Parce qu'effectivement, ça peut sembler contre-intuitif. Comment ça peut nous offrir un avantage concurrentiel? Ce qui est sûr, c'est que les entreprises qui ne prendront pas ces enjeux au cœur, elles vont se déclasser naturellement. Donc la question, c'est où on attend en fait les normes internationales comme ça, en restant penauds, ou justement les incidents climatiques très forts qui vont impacter nos entreprises, ou les crises sociales qui reviennent par cycle et du coup qui n'apportent pas un élan économique positif. Où on fait ça? Où en fait justement on prend le sujet en avance et on se dit l'Europe peut être vraiment pionnière en matière de transition écologique et sociale des entreprises, mais pour ça, il faut revoir les règles de compétitivité et réinverser des règles de compétitivité très agressives, très prédatrices, à des règles de compétitivité qui intègrent les enjeux écologiques, notamment en valorisant des dispositifs de taxe carbone, en priorisant les entreprises responsables sur les marchés publics, plus de 200 milliards, les marchés publics, qui pourraient être réorientés vers des entreprises qui ont des bonnes pratiques, en ayant des plans d'investissement d'avenir, notamment en matière d'innovation, qui investissent dans une innovation qui est vertueuse et pas une innovation technologique brute qui derrière ne maîtrise pas ses impacts, etc. Alors vous publiez donc chez Actes Sud ce livre, Une économie à nous, changer de regard pour redéfinir les règles du jeu. J'ai bien aimé cette expression, une économie à nous. Mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que l'économie, on en est dépossédé. Les citoyens s'en sentent dépossédés, même certains dirigeants, quand on est dans des milieux un peu alternatifs, on s'en sent dépossédé des prises de décisions économiques. Et on veut réellement en fait, que l'économie réappartienne à tout le monde, c'est-à-dire qu'on puisse participer au débat démocratique sur l'entreprise et sur l'économie. On veut que le capital et notamment la valeur soient mieux partagés. On veut que dans l'entreprise également, il y ait une meilleure égalité de richesse et on veut aussi que l'économie puisse intégrer le nous, c'est les salariés, les personnes, la planète, etc., puissent avoir cette dimension holistique parce que l'entreprise n'est pas neutre. L'entreprise a une empreinte très forte sur son environnement et l'idée du nous, c'est de regrouper en fait l'ensemble des parties prenantes dans l'économie. C'est le capitalisme qu'il faut réinventer, dont il faut se débarrasser. Vous allez jusqu'où dans l'analyse? Je pense que le modèle que je propose n'est effectivement pas un modèle capitaliste de marché et financiarisé comme on connaît aujourd'hui, justement. Parce que déjà, le modèle que je propose, il déconstruit d'une certaine manière les préceptes qu'on nous apprend. Comme quoi la croissance va avec bien-être, comme quoi il faut redynamiser l'innovation pour retrouver de la prospérité, etc. Tout ça aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, peut-être que ça fonctionnait à une époque, mais ça ne fonctionne plus. Typiquement, l'innovation, on sait que quand une entreprise, du coup, on libère l'innovation, donc on met en place des mesures drastiques en matière de travail, ou qu'on veut vraiment relancer l'innovation, qu'est-ce qui se passe? On a des entreprises qui se cotent en bourse,
derrière, c'est 40% de la capacité d'innovation justement qui est réduite quand une entreprise va en bourse. On sait que les réformes drastiques du marché du travail, elles apportent peut-être des pourcentages de croissance à court terme, mais elles font diminuer le niveau de vie et elles accélèrent le niveau de pauvreté dans les pays. On le voit en Allemagne, on le voit aux États-Unis, on le voit même en France. Donc derrière, le but est de se dire, bon, le modèle qu'on essaye de vanter comme étant le modèle qui nous apporte de la prospérité ne fonctionne pas. Donc le modèle que je propose et qu'on propose en fait globalement dans le mouvement, c'est un modèle réellement qui évalue différemment la performance de l'entreprise et qui s'attelle à ce que l'entreprise soit réellement un outil d'intérêt général. Vous vous appuyez sur votre expérience de fondatrice de Lita.co. C'est quoi Lita.co et en quoi c'est cohérent? C'est-à-dire, c'était déjà votre démarche quand vous créez cette entreprise d'une certaine façon. Tout à fait. Lita.co, c'est une expérimentation, on va dire, à petite échelle de tout ce qu'on essaie de défendre. Donc, en fait, une finance qui n'est pas la finance globalisée qu'on connaît aujourd'hui, qui financiarise, mais derrière qui déconnecte, en fait, réellement la finance du financement de l'économie réelle. On sait qu'aujourd'hui, la finance pèse 4 fois le PIB. Donc, même si on regarde le PIB comme indicateur réellement économique, en fait, la finance ne permet plus de financer justement l'activité économique. Donc, Lita.co, on voulait proposer un modèle qui dirige directement la finance vers des entreprises qui ont un impact positif sur la société, donc, ou des entreprises qui sont déjà très vertueuses, qui ont des modèles par exemple dans les énergies renouvelables, dans la technologie au service du bien commun, dans le logement social, des PME d'insertion par l'activité économique, où là, d'ailleurs c'est très récent, on lance des financements de décarbonation, des financements de transformation de l'entreprise pour qu'il y ait de l'investissement long terme qui puisse aider les PME françaises à justement changer leur modèle, parce qu'elles sont un peu mises à part justement dans nos politiques de transition aujourd'hui. Et derrière, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là, on ne va pas lever des fonds auprès d'institutionnels et faire que ce soit toujours les mêmes personnes qui financent l'économie, qui est vos chapitres. Donc, c'est les citoyens, en fait, qui participent à ce financement-là. Et on sent que c'est beaucoup plus vertueux. En une journée, on peut lever plusieurs millions d'euros pour une entreprise, justement, qui va relocaliser, par exemple, la filière textile ou qui va faire de l'agroécologie, etc. Donc, ça fonctionne très bien. Et les citoyens, derrière, les particuliers, s'informent, sont beaucoup plus en capacité de s'exprimer dans le débat public, de transformer leur entreprise en tant que salarié. Ça a beaucoup de vertus positives derrière. C'est pour ça que vous avez créé aussi Rift et l'appli mobile Rift. Exactement. C'est quoi? Ça marche comment? Alors Rift, ça permet justement de rediriger les flux, mais en informant. Donc on diagnostique en fait les produits financiers, les livrets A, les assurances vie, les plans d'épargne retraite, etc. On les analyse d'un point de vue écologique. Donc on donne l'empreinte carbone, l'impact sur la biodiversité, l'impact également global d'un point de vue des risques physiques, c'est-à-dire comment est-ce que aussi la performance économique va être impactée. Parce qu'il y a un truc qui est très intéressant dans la finance, c'est qu'on analyse tout sur la performance passée. Alors qu'aujourd'hui, avec la crise climatique, on sait très bien que la performance passée ne révèle pas du tout la performance future. La Banque centrale nous a encore alerté récemment sur le fait que les coûts de la transition à court terme seraient beaucoup moins importants que ceux qu'on va vivre à long terme. Donc on essaie de montrer ça aussi pour les plus sceptiques, d'une certaine manière, et aussi de mesurer, en fait, de crowdsourcer l'information sociale. Parce qu'on voit qu'on ne peut pas se tenir, comme je disais, à des agences de notation pour évaluer réellement l'impact social des entreprises. On l'a vu dans le cadre d'Orpea, plus récemment dans le cadre d'Ericsson, avec la corruption très forte qu'on connaît depuis déjà 2019. L'entreprise avait déjà payé une amende, justement pas pour la question de corruption, et son score n'a pas évolué. Donc en fait, nous, on veut révéler cette information-là pour que les gens sachent que dans leur portefeuille, ils ont telle entreprise qui est aujourd'hui exposée à tels risques sociaux et écologiques. Oui, parce que là, je me place vraiment comme consommateur. On a l'impression que de la finance responsable, ça y est, il y en a partout. Oui, il y a à boire et à manger. Et voilà. Donc, vous nous aidez à faire le tri. Exactement, on aide les gens à faire le tri. C'est vraiment l'objectif. Quelques chiffres, je reviens à Lita, sur Lita.co, plus de 33 000 investissements réalisés, 12 257, c'était très précis, emplois créés ou consolidés. Alors, je ne sais pas de quand il date, j'ai plus l'année, et 70 millions d'euros collectés. Je voudrais... revenir au thème du livre et aller un peu plus loin sur comment on peut dire ça, l'acceptabilité finalement du virage qu'on est en train de prendre. C'est vraiment une thématique dont on parle souvent ici dans cette émission, parce que je le perçois quand même comme un frein. Comment rendre la transition acceptable? Il y a beaucoup d'observateurs qui disent qu'elle ne peut pas ne pas être violente. Qu'est-ce que vous en pensez?
Au début, quand vous avez présenté le livre, vous avez dit que je m'attaquais au modèle viriliste, justement, de l'économie. Oui. Et ça, c'en est une preuve. Oui. C'est qu'on a l'impression que tous les chocs et toutes les transitions doivent être violentes. On est dans une société globalement qui est violente et prédatrice. Il faut en sortir. La transition écologique, ça apporte du bien-être. C'est ce que j'essaie de montrer. C'est que le modèle actuel, justement, il l'appauvrit. Il ne nous apporte pas de bien-être. Ça n'apporte aucun bien-être aujourd'hui que de consommer des vêtements produits à l'autre bout du monde par des esclaves, d'être responsable de génocide, mais ça, je suis 100%, d'avoir son niveau de vie qui baisse. D'accord avec vous, mais si je prends l'exemple de l'industrie auto qui est en train de basculer vers le modèle de l'électrique, on sait que ça va détruire de l'emploi. Et les, je sais pas, 300 000 emplois qui vont être détruits en France, ils ne seront pas remplacés par la filière vélo d'un claquement de doigts. C'est en ça qu'on peut dire que la transition peut être violente. Alors, justement, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Juste, on a perdu 2 millions d'emplois depuis les années 80. La Cour des comptes l'a montré, justement, à cause des délocalisations. Donc là, on parle de 300 000 emplois. Je parle de 2 millions d'emplois. Donc la filière justement de protection de la biodiversité, la filière d'entreprises plus responsables qui relocalisent une partie du tissu productif, qui mettent en place des coopérations plutôt au niveau international plutôt que de la prédation, qui imaginent des circuits courts, etc. Toutes ces filières-là, ça crée de l'emploi au niveau local. Vraiment, ça apporte de la prospérité et ça se substitue effectivement à ces emplois qu'on pourrait perdre. Après, il y a des acteurs comme le Shift Project qui ont fait des calculs sur le côté de décarbonation, mais on peut même étendre plus largement à globalement l'amélioration des entreprises sur les questions de biodiversité, etc., et qui peuvent nous apporter de nouveaux emplois. On voit que les entreprises qu'on représente aujourd'hui dans le manifeste, plus de 3500 dirigeants qui ont signé ce manifeste, des entreprises qui agissent à tout niveau justement de l'économie et qui proposent des vraies solutions en matière justement d'emploi. Mais c'est pas si facile. C'est-à-dire que les chiffres, par exemple, les chiffres, je les ai donnés plusieurs fois ces derniers jours, mais les chiffres des achats de voitures, je reste sur la voiture, au mois de janvier, on a plus acheté en France des voitures de plus de 15 ans que des voitures neuves. Pourquoi ? Parce qu'elles coûtent moins cher, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que je parle de la transformation du modèle. Là, on est dans le moment où, pour beaucoup de citoyens français qui éventuellement voudraient consommer différemment, c'est juste pas possible. Mais c'est pour ça que c'est la responsabilité de l'État et des entreprises. Parce que ça peut être justement un virage qui peut être positif. Pourquoi est-ce qu'elle coûte plus cher ? Je parlais de la Primovis tout à l'heure. L'État, avec la fiscalité, avec les investissements publics, avec de la subvention publique, il a la capacité de faire en sorte que cette transition ne soit pas violente pour les citoyens. Il peut faire le choix d'en faire une transition violente qui, comme par hasard, en fait, va mettre en péril, donc on va licencier des personnes de manière drastique, etc., pour justement inverser la transition, et les personnes qui sont en protection de l'économie actuelle resteront protégées. On peut faire en sorte qu'il y ait des politiques publiques qui avantagent réellement les particuliers, qui les aident dans leur consommation, du coup avec la baisse de la TVA, avec la baisse des impôts de production, mais conditionnée, parce que là on parle de baisse des impôts de production en ce moment, mais on ne conditionne pas réellement à de la création d'emplois, on ne conditionne pas à des activités qui sont écologiquement vertueuses. Si on inverse la fiscalité, si on inverse les investissements publics, on peut faire en sorte que cette transition soit positive en fait pour les gens, mais c'est un choix politique. C'est ça qu'il faut se dire. Alors quand je reviens sur le modèle viriliste dont vous parlez. Alors c'est plus vaste, évidemment, ce que vous démontrez, mais il y a quand même cette notion de machisme du monde de la finance. On a reçu ici plusieurs fois les fondatrices de Leia Capital qui financent, qui accompagnent des femmes entrepreneurs. Leur constat, vous le faites aussi d'ailleurs, alors c'est en train de bouger, disent-elles. Je vous vois plus dubitative. C'est en train de bouger parce qu'on est en train de se battre pour essayer, comme les hommes, de réussir à lever des fonds, etc. Mais on ne nous ouvre pas forcément la place. Et c'est encore aujourd'hui que 14% des femmes qui sont dans les comités d'investissement. Donc je ne parle même pas des femmes partenaires ou qui réellement représentent les fonds d'investissement. Donc c'est un monde d'hommes qui décident d'investir. C'est très clair. C'est un monde d'hommes qui décident d'investir. Et aujourd'hui, la croissance des entreprises dépend de l'investissement. Donc comment vous dire que là, notamment récemment, on a vu les nouvelles licornes, il n'y a pas une femme cofondatrice. En fait. Donc pourquoi ? C'est pas parce que les femmes n'aiment pas entreprendre, c'est pas parce que les femmes n'ont pas un modèle justement à proposer, notamment en matière de transition écologique et sociale des entreprises, etc. C'est juste parce que les hommes investissent de pair à pair et il faut que ça change. Il faut que ce monde soit plus inclusif si on veut qu'il réponde réellement de manière holistique en fait aux problèmes qu'on rencontre dans la société. Est-ce qu'il faut réglementer le marché pour y arriver ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que, il y a un moment où quand ça bouge pas, ça repose la question des quotas, mais est-ce qu'il faut réglementer le marché pour que les femmes entrepreneurs soient aussi bien financées que les hommes ? Parce que c'est effectivement, à chaque fois que je le dis, je me dis, c'est pas possible qu'on en soit encore là.
Je pense qu'il faut réguler. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une régulation implicite de l'économie actuelle qui maintient le système dans lequel on est. Aujourd'hui, vous avez des avantages compétitifs quand vous faites plein de collections, par exemple dans le milieu du textile. C'est bien qu'on s'aligne sur les standards de la fast fashion. Vous avez une innovation qui doit être une innovation de rupture technologique qui s'adresse à des métiers d'hommes. On a un plan de relance aujourd'hui qui a financé à 80% des métiers d'hommes. Donc on fait des choix avec justement la réglementation. Donc moi je propose effectivement de réguler, mais de faire d'autres choix. Notamment dans le cadre, quand il y a eu le PIA, le plan de relance, on a demandé à ce qu'il y ait une obligation, à ce qu'à minima, l'égalité salariale soit respectée dans les entreprises. Ça a été rejeté à l'Assemblée. Il y a quelqu'un qui a dit, on ne peut pas faire ça parce qu'on va s'opposer aux critères d'innovation de rupture. Vous voyez, aujourd'hui, le droit du travail, il n'est même pas respecté dans les plans d'investissement. Donc oui, effectivement, il faut réguler pour respecter effectivement les mesures en matière d'égalité et de respect des enjeux climatiques. Donc ce plan de relance, la France 2030, pour vous, il est machiste? Effectivement, j'analyse et je me rends bien compte qu'effectivement, il est dédié essentiellement à des métiers d'hommes et il est aussi dédié à une économie d'hier et pas forcément une économie de demain qui évalue différents critères, ça c'est clair. Est-ce que le monde des startups est plus paritaire? Non, justement, je parlais des licornes. C'est incroyable. On a pensé, effectivement, parce que c'était un monde plus libre, plus progressiste, etc. Mais le progressisme s'arrête toujours à certaines portes. Et aujourd'hui, on fait le constat, notamment dans le venture capital, avec une sous-représentation des femmes, ou dans le milieu des startups et des entreprises les mieux valorisées, les plus en croissance, qu'on reste sur quand même des métiers essentiellement masculins, malheureusement. Alors qu'il y a énormément de femmes entrepreneurs. Et c'est pareil dans l'économie en général. Je sortais une stat récemment, 1%. Vous me laissez la parole, merci, mais je fais partie des 1% de femmes qui sont représentées aujourd'hui dans les interviews économiques. Vous vous rendez compte Donc en fait, la parole de la femme dans le milieu économique n'est pas valorisée. Donc comment on peut s'attendre à ce que derrière ça change dans le milieu de l'entreprise? Alors c'est un de nos objectifs ici. Abby Smart est dans cette émission particulièrement et pour bien frapper les esprits, je vais redonner un chiffre. On parlait de finances depuis 2008, les levées de fonds depuis 2008. 2% des fonds levés l'ont été par des startups entièrement féminines. C'est vraiment ridicule. 89% par des startups masculines, le reste par des équipes mixtes. Est-ce que vous l'avez vécu? C'est-à-dire que vous arrivez avec un projet et vous sentez que le regard, il n'est pas le même simplement parce que vous êtes une femme. Ah oui, au début, c'était dingue. D'ailleurs, on en rigolait avec mon associé. C'est moi qui suis la CEO de la boîte, donc qui présente la vision. Et il y avait des VC qui regardaient mon associé pendant que je parlais. Et c'est vrai qu'il y a un truc comme ça, il y a un biais, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a un vrai biais de confiance, en fait, dans la parole des femmes. Et là, maintenant, moi, je suis en série B, donc je passe une nouvelle étape de croissance. J'espère que je ne rencontrerai pas ce type de problème. Espérons que ça bouge petit à petit. Merci beaucoup. Merci Eva Sadoun. Votre livre est donc publié chez Actes Sud, une économie à nous, voilà, je le remontre, changer de regard pour redéfinir les règles du jeu. Merci encore. On passe à Smart ID. Ça vous dit un jus de fruits éco-responsable ?